Je voudrais maintenant présenter Jean-Arnold de Clermont, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était coordinateur du voyage, vice-président de Pharos, pluralisme des cultures et des religions. Jean-Arnold, vous êtes pasteur, théologien. Vous avez vécu en Centrafrique un certain nombre d'années, vous la connaissez bien. Et vous avez créé, entre autres, le Centre protestant pour la jeunesse, tout en étant chargé de mission par le Conseil œcuménique des Églises. Voilà, auprès, en particulier, des Soudanais, réfugiés en RCA. Je crois que vous allez nous parler de la violence, peut-être une constante de l'histoire de la Centrafrique. Merci beaucoup, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, merci. J'ai modifié le titre que vous aviez demandé à mon intervention. Vous m'aviez demandé de faire une vue générale sur l'histoire de la Centrafrique. Et je n'ai pas cette prétention, ni cette compétence, ni surtout le temps, parce que vous me limitez à 15 minutes. Oui. Bon. Du coup, je vais essayer de résumer cette histoire en étant attentif à la manière dont la violence a été présente dans l'histoire du Centrafrique, dans celle que nous connaissons, bien sûr, parce qu'il y a une histoire que nous ne connaissons pas et qui remonte à la nuit des temps, sous forme de cinq clichés, en quelque sorte. Le premier, c'est sur la période, on va dire, précoloniale. L'espace géographique et humain centrafricain est un espace de, comment dit-on, de brassage culturel et humain considérable. Entre le nord-est du Nigeria et les grands lacs du sud-est centrafricain, il y a toujours eu un mouvement de population extrêmement important, avec une richesse culturelle totalement ignorée par la plupart des Occidentaux, avec des gravures rupestres, avec des témoignages absolument remarquables de cette préhistoire culturelle du Centrafrique, mais une zone de transit, de passage, encore une fois, entre le nord-ouest centrafricain et le sud-est centrafricain. Et dans le même temps, avant l'arrivée des Européens, au début du XIXe, mais depuis le XVIe siècle au moins, et au-delà, c'est assez difficile d'avoir des témoignages, la Centrafrique est sous la pression esclavagiste du nord-est. Mes gestes, vous les inversez, parce que moi j'ai la carte Centrafrique sous les yeux, vous faites l'inverse. Bon, donc du nord-est, avec une pression esclavagiste extrêmement forte, sous la pression des Ottomans qui dominent longtemps le nord-est de l'Afrique, jusqu'aux confins sud du Sahara, l'esclavage étant le moyen, en quelque sorte, de se procurer des armes, la Centrafrique étant considérée comme un réservoir d'esclaves. Et des populations entières de l'Est centrafricain n'ont cessé de se réfugier vers l'Ouest pour se mettre à l'abri. On ne peut bien sûr pas, dans l'esclavage, nier le rôle de la religion, car effectivement le Nord-Est est principalement musulman, mais le royaume de Bangassou, qui a été aussi un royaume esclavagiste, n'était pas pour autant musulman. Donc, première image, elle a été évoquée tout à l'heure, je ne sais plus si c'est par Tarek ou par Marc, je crois que c'est Tarek, première image que l'on peut avoir de cette histoire précoloniale, le poids de l'esclavage dans la mémoire centrafricaine. Deuxième image, nous sommes à la période coloniale. Et je vais l'évoquer en citant un ouvrage tout à fait remarquable, dont je vous recommande la lecture, parce que dans notre pays qui a essayé il y a quelques années
de faire passer comme une loi les bienfaits de l'époque coloniale, il serait bon que nous nous remémorions notre histoire coloniale, dont probablement l'un des pires moments a été dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Centrafrique et ce qu'on appelait le Congo français de l'époque. Brazza, Savorgnan de Brazza, à la retraite en Algérie, sauf erreur de ma part, est convoqué par le ministère des Colonies en 1903, qui met à sa disposition toute une équipe d'administrateurs, parce que le ministère des Colonies, devant les scandales dans la presse occidentale concernant le royaume congolais des Belges, du roi des Belges, et de ce qu'on en disait, comme étant un lieu où il y avait des massacres, où il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer de pire comme traitement des êtres humains, le ministère des Colonies français se met dans la tête que grâce à Brazza et à son équipe, on va démontrer que la colonisation française n'est évidemment pas la colonisation belge, encore moins celle du roi des Belges. Et on envoie Brazza. Il fait une inspection qui dure un peu plus d'une année. Il meurt lui-même sur le chemin du retour à Dakar, mais son équipe met au point son rapport et le met à la disposition du ministère des Colonies en 1906. 10 exemplaires. Un exemplaire est rentré dans le coffre du ministre des Colonies, les 9 autres disparaissent, et jamais ce rapport ne sera publié. Jusqu'à sa découverte extrêmement récente et sa première publication en 2014. 2014, sous la responsabilité d'une admirable historienne de la colonisation qui est Madame Catherine Coquery-Widrowicz. Je vous cite des extraits de l'introduction de Madame Catherine Coquery-Widrowicz à ce rapport Brazza. Les scandales révélés par le rapport menaçaient en effet d'éclater au plus mauvais moment, puisque effectivement on voulait démontrer qu'on n'était pas comme les Belges. Dans ce rapport, on trouve la chose suivante. 3 fonctionnaires de Fort Crampel, Gribingi, plaque tournante du portage sur l'interfleuve qui séparait le bassin du Congo et de l'Ubangi de celui du Chari et du lac Tchad, furent traduits en justice à Brazzaville. Le 3e, Pierre Bloch, adjoint aux affaires indigènes, qui avait fait fusiller sans jugement 2 Africains parce qu'ils s'enfuyaient à l'arrivée des gardes, échappa au procès. L'administrateur Georges Toquet, 23 ans à l'époque, 23 ans, commandant du cercle de Fort Crampel, avait laissé noyer un noir coupable du vol présumé de quelques cartouches dont lui, l'administrateur, voulait se servir pour chasser. Mais surtout Fernand Gault, commis des affaires indigènes, surnommé par les Africains Nyamagunda, c'est-à-dire la bête féroce, était accusé d'avoir, en guise de festivité, le 14 juillet 1903, fait sauter un prisonnier condamné à être fusillé. Certes, il était condamné à être fusillé, mais enfin quand même, faire sauter un prisonnier en lui introduisant une cartouche de dynamite dans l'anus. Selon le rapport de Brazza, continue Madame Widrowicz, l'administrateur Yaek, nommé délégué dans le territoire de l'Ubangi-Chari par le commissaire général Gentil, fit un rapport l'informant de la prise de 68 femmes, 58 femmes et 10 enfants dans une autre lettre, qui furent conduites au poste administratif de Bangui pour obliger les hommes à récolter le caoutchouc de la compagnie du caoutchouc et produits de la Lobaye afin qu'ils s'acquittent de leurs impôts. À l'arrivée de Yaek, sur 58 femmes et 10 enfants, il ne restait que 13 femmes et 8 enfants. Tous étaient morts de faim. Les corps, dit l'administrateur Yaek, ont été, faute de temps pour les enterrer, jetés au fleuve.
l'affaire fut transmise par le commissaire général Gentil au chef du service judiciaire de Brazzaville, qui l'enterra. Deuxième image, la période des concessions sous la colonisation française. Le titre de l'ouvrage ? Rapport Brazza, édité en 2014 par Le Passager clandestin dans sa collection Les Transparents. Il vous en coûtera, sauf erreur, 19,90 €. Mais au moins, vous ne pourrez plus parler de la colonisation à la manière dont certains députés français souhaitent en parler. Troisième image. C'est tout sottement étant tout à fait à propos. Troisième image, beaucoup plus récente. L'armée de résistance du Seigneur. Certes, ça ne touche qu'une petite partie de la République centrafricaine. Ce sont des chrétiens fondamentalistes qui se sont constitués en Ouganda comme une force de défense populaire, une armée nationale de résistance, et puis qui, après que l'Ouganda a réglé ses problèmes, se sont déplacés sur la RDC, à la frontière de la RDC du Soudan de la République centrafricaine, entre 300 et 3000 personnes. C'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. Sous la responsabilité d'un certain Joseph Kony. En Centrafrique, la LRA, qui est là pourchassée d'ailleurs, à tel point que des militaires américains ont été recrutés pour pourchasser cette LRA. Elle s'est manifestée de manière scandaleuse, sanguinaire, violant les femmes, abusant sexuellement des enfants. On estime à 5000 enfants recrutés en Ouganda comme enfants soldats. Cette LRA a profité du chaos dans lequel est plongé le pays pour lancer des raids dans l'est du pays, des pillages, des enlèvements, qui constituent une espèce de ligne de survie pour Joseph Kony, ligne de survie facile à dire, car en fait Joseph Kony aujourd'hui est au Darfour, soutenu par le régime de Khartoum, qui est un des grands instigateurs de la plupart des troubles qui interviennent en Afrique centrale, responsable d'enlèvement RCA dans les zones contrôlées par la Séléka. On a signalé des membres de la LRA au sud-est de Bambari, comme dans les mines de diamants ou d'or, je ne sais plus ce qu'il y a à l'est de Bambari, je crois que c'est des diamants aussi. C'est des diamants. C'est des diamants. Et quand on pense à la LRA dans les mines, ils ne sont pas là pour creuser. Quatrième image, entre 2001 et 2003, nous sommes à une époque où le régime du président Patassé est terriblement affaibli par toutes sortes de troubles, de révolutions, de troubles, de mutineries, comme on les appelle. Et le président Patassé fait appel à qui? À Jean-Claude Bemba et à Sebania Moulengue, qui entrent à Bangui pour soutenir le régime du président Patassé et qui vont provoquer non seulement des pillages, mais des massacres sur l'un des marchés de Bangui entre 2001 et 2003. Cinquième image, un rappel rapide historique des 50 dernières années. La République est proclamée le 1er décembre 1958. Son premier président, Barthélemy Boganda, meurt le 29 mars 1959 dans un accident d'avion qui, comme tout accident d'avion, peut être interprété
comme volontaire ou involontaire. Il est remplacé par David Dacko. L'indépendance est proclamée le 13 août 1960. Le 31 décembre 1965, c'est très peu après, coup d'État de Jean Bedel-Bokassa, renversement de Jean Bedel-Bokassa, qui entre-temps s'était nommé lui-même empereur le 1er décembre 1976, renversement de Jean Bedel-Bokassa par la France, qui, à travers l'opération Barracuda, remet à sa place David Dacko en septembre 1979. Renversement de Dacko par André Kolingba le 1er septembre 1981. Élection, enfin une élection, d'Ange Patassé en 1993. Il faut dire qu'il a sérieusement, savonné la planche pour Kolingba et inversement au cours des années qui ont précédé. Renversement de Patassé par François Bozizé, aidé par l'armée française, le 15 mars 2003. Patassé, d'ailleurs, vous le voyez sur des photos depuis des années, il est toujours derrière. Vous avez des photos du jeune Bokassa avec derrière lui quelque part le très jeune Bozizé à l'époque. Élection donc, renversement de Patassé par François Bozizé, aidé par l'armée française le 15 mars 2003. Élection de Bozizé en 2005-2011. Moi j'étais en 2004 en République centrafricaine et on m'expliquait comment ça fonctionnait les élections. C'est bien dommage que je n'ai pas été là sur le bord des routes pour ramasser des billets de 100 francs. En fait, Bozizé était l'aide de camp de Bokassa. Oui. Hein, c'est pour ça qu'on et avant, hein. On le voit toujours. Oui. Il a pu voir comment on faisait les coups d'État. Guerre civile, si l'on peut dire, de 2004 à 2007. Reprise de la guerre en 2012. Renversement de Bozizé le 24 mars 2013 par la Séléka et son chef Michel Njotodia, démission de Njotodia sous pression internationale le 5 décembre 2013, élection d'une présidente de transition le 10 janvier 2014, Catherine Samba-Panza. Un premier regard sur ce résumé historique rapide. C'est que, en dehors d'une petite période, je vais vous dire mes préférences, j'étais sur place, qui sont les premières années de Bokassa, où il y a une vraie volonté de développement du pays. À tel point qu'aujourd'hui, c'est tout à fait sidérant, quand on parle des Centrafricains, il y a deux références qui sortent, bien sûr Boganda, on pourrait en parler parce que par certains côtés, elle est presque une référence mythique, et les premières années de Bokassa. C'est tout à fait curieux, mais il semble qu'il y avait là, qu'ils ont la mémoire d'une vision de développement du pays. Mais, sans cesse, ce sont des renversements de pouvoir violents qui ont eu lieu en Centrafrique, une déliquescence continue du pouvoir central et de toute administration du pays, jusqu'à la guerre civile. Mais vous voyez que tout cela se fait sous le regard et avec la complicité permanente de la France et des États occidentaux. D'abord en période de guerre froide pour obtenir une voix aux Nations Unies, ensuite pour des raisons qui sont de plus en plus difficiles à interpréter de manière rationnelle. Alors, quand j'en ai pour 3 minutes, exactement, j'aurais piqué 3 minutes à la présidente, oui. Quand on ajoute à cela une violence économique permanente d'accaparement des ressources du sous-sol par les affidés du pouvoir, les présidents successifs, par les Séléka et les anti-Balaka, car quand vous regardez la carte aujourd'hui, vous pouvez vous demander si les uns n'ont pas accaparé les richesses de l'Est et les autres accaparé les richesses de l'Ouest et sont prêts à les défendre mordicus contre toute ingérence extérieure. Quand vous ajoutez à cela ce que j'appelle la violence scolaire, on parle en Centrafrique des années blanches. Les années blanches sont les années où il n'y a pas eu d'école, tout simplement. 45% d'analphabétisme,
des étudiants qui, nous les avons rencontrés, qui en 2014 terminent l'année 2012-2013 et se demandent quand va commencer l'année 2014-2015 ou l'année 2015-2016. Quand ils vous disent qu'ils n'ont aucun avenir. Quand vous ajoutez à cela la violence pénale, et je pense qu'Antoine Garapon en parlera, avec une impunité du système juridique et un système judiciaire totalement déliquescent, j'arrive, moi, au bout de tout cela, à deux questions. La première, est-ce que, et nous en avons eu le sentiment en parlant avec des intellectuels centrafricains, est-ce qu'il n'y a pas une mémoire de la violence cumulative des peuples, et de ce peuple-là particulièrement? Et s'il n'y a pas une violence cumulative, est-ce qu'il n'y a pas constamment un ressurgissement de ces moments spécifiques de la mémoire centrafricaine qui viennent comme une amplification de la situation présente? Et la deuxième question, avec laquelle je reste parce qu'elle me concerne directement, j'ai entendu Tarek, j'ai entendu Marc dire qu'il n'y avait pas de guerre religieuse en Centrafrique. Mais j'ai aussi entendu que depuis plus de 10 ans, il y a un prosélytisme musulman, soit sous forme de la richesse qui permet d'acheter des filles par la dot, dans une population qui a, grosso modo, 80% est prétendument chrétienne, et donc un prosélytisme par l'argent, mais pas seulement celui-là. J'ai évoqué le Soudan tout à l'heure, je n'ai pas bien sûr parlé des Janjaouides qui descendaient avec Njotodia, je n'ai pas évoqué ce triangle assez spécifique entre Ndélé, Birao au nord-est et le Tchad, où il y a depuis des années une influence salafiste évidente qui s'oppose à l'islam traditionnel soufi des confréries africains, mais il y a, en regard de cela, un prosélytisme protestant, je ne parle que de celui-là, des églises de réveil multiples, pentecôtistes et diverses, qui, sous l'appellation « la Centrafrique pour Jésus », n'a comme perspective évidente que, d'une manière ou d'une autre, l'élimination de l'islam. Alors ils ne se sont pas confrontés directement, mais lorsqu'un incident des incidents aussi graves ou des crimes aussi graves sont perpétrés par les Janjaouides descendant avec Njotodia, c'est comme si les braises qui sont toutes prêtes du conflit des prosélytismes, on soufflait dessus et tout s'embrasait. Et on ne peut nier la dimension interreligieuse de la crise centrafricaine actuelle. Je vous remercie. Merci infiniment, Jean-Arnold de Clermont, de cette brillante reconstitution de l'histoire de la Centrafrique. Inutile de faire un résumé de quoi que ce soit.